En raison de sa disponibilité et de sa rapidité de mise en œuvre, l'échocardiographie Doppler a une place de choix dans le diagnostic des complications précoces ou tardives de l'infarctus du myocarde, quelle que soit la présentation clinique: douleur thoracique, insuffisance ventriculaire gauche, choc cardiogénique. Dans ce chapitre, nous envisagerons successivement les épanchements péricardiques, les thromboses intracardiaques, les complications mécaniques telles que la rupture de la paroi libre, le faux anévrisme, la rupture septale, l'insuffisance mitrale, et enfin, nous étudierons l'expansion et l'anévrisme ventriculaire gauche. Deux types d'épanchements péricardiques compliquent l'infarctus du myocarde. L'épanchement péricardique à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde était retrouvé anatomiquement dans 30 à 50% des cas avant l'ère de la revascularisation précoce. Des données plus récentes identifient un frottement clinique dans 0,5% des cas, alors que l'échographie retrouve cet épanchement dans 8% des cas. Dans 72% des épanchements à la phase aiguë, la topographie est inférieure, et 28% sont circonférentiels. Dans un registre national, 6 cas de tamponnade mortelle par fissuration pariétale ont été recensés. Les facteurs favorisants étaient l'étendue de l'infarctus et sa topographie. Ainsi, 2/3 des épanchements surviennent après un infarctus antérieur, contre 1/3 après un infarctus inférieur. L'échocardiographie au lit du patient recherche un épanchement liquidien dont l'absence n'élimine pas le diagnostic. Il s'agit le plus souvent d'un décollement épicardo-péricardique postérieur. L'échographie évalue son abondance et sa tolérance. La tamponnade est exceptionnelle. Cet épanchement péricardique régresse généralement sous traitement anti-inflammatoire en quelques semaines. Le syndrome de Dressler survient plus tardivement à partir de la 2e ou 3e semaine et complique 2 à 3% des infarctus. Le diagnostic est évoqué devant un tableau de pleuropéricardite évoluant dans un contexte inflammatoire. L'échocardiogramme confirme l'épanchement péricardique. Celui-ci est rarement volumineux. Il régresse habituellement en quelques semaines sous anti-inflammatoire. Des évolutions tardives vers la constriction ont été décrites. Classiquement, un thrombus ventriculaire gauche était présent dans 20% des infarctus du myocarde, avec une nette prédominance pour les infarctus antérieurs. Leur fréquence est actuellement moins grande, 2,4%, du fait de la prise en charge précoce de l'infarctus. Ils sont favorisés par la stase et donc l'étendue de la nécrose. Leur apparition est parfois très précoce, dans les 48 à 72 premières heures. En échocardiographie, le thrombus apparaît comme une masse bien circonscrite, d'échogénicité différente du myocarde adjacent, toujours localisée au niveau d'une zone akinétique ou dyskinétique. 3 aspects échocardiographiques peuvent être observés. Thrombus mural, plan, tapissant une zone akinétique, d'épaisseur variable, de diagnostic difficile quand il est fin. Thrombus en grelot, inséré par une large base et prolabant dans le ventricule. Thrombus pédiculé mobile, plus rare, mais à haut risque emboligène. La sensibilité de l'échographie transthoracique dans le diagnostic de thrombus ventriculaire gauche est de 77%. Les faux négatifs sont liés à la petite taille du caillot, à son échogénicité qui peut être faible en cas de thrombus frais, à la dilatation du ventricule. Leur recherche doit être méticuleuse. Elle est facilitée de nos jours par l'utilisation de hautes fréquences pour explorer l'apex. En cas de doute, à distance de la phase aiguë, l'injection de contraste traversant la barrière pulmonaire pourra faciliter le diagnostic de thrombus. La spécificité de l'échographie transthoracique dans le diagnostic de thrombus est de 89%, la valeur prédictive positive de 85%. Les principales causes de faux positifs sont les artefacts de champ proximal, les pièges anatomiques, trabéculation de pointe sur VG dilaté, muscles papillaires hypertrophiques, ou encore
une masse d'autre nature, telle une tumeur. Dans ce contexte de stase, il est parfois possible de mettre en évidence un contraste spontané au niveau d'une large zone akinétique du ventricule gauche. L'évolution se fait le plus souvent vers la disparition progressive du caillot ou vers la diminution sous traitement anticoagulant. Un petit thrombus organisé hyperéchogène peut persister à titre de séquelle. Une embolie systémique peut compliquer un thrombus mobile. Les complications mécaniques émaillent l'évolution de 15% environ des infarctus, et ceci le plus souvent précocement, dans les 3 à 6 premiers jours. L'infarctus se complique d'une rupture en paroi libre dans 0,8% des cas. Elle intéresse le ventricule gauche dans la majorité des situations et se traduit soit par un tableau d'arrêt circulatoire rapidement mortel, soit par un collapsus. Il s'agit alors d'une urgence chirurgicale. L'échocardiographie montre un épanchement péricardique circonférentiel ou enquisté, d'aspect granité du fait de l'hématome. Le Doppler couleur peut aider à confirmer la fissuration au niveau de la paroi du ventricule gauche infarci. En cas de doute, l'échographie transœsophagienne peut être utile, mais elle ne doit pas retarder une chirurgie salvatrice. L'échographie de contraste est probablement la meilleure technique pour ce diagnostic, mais limitée par les contre-indications des agents actuellement disponibles. Le faux anévrisme du ventricule gauche correspond à une rupture du cœur en péricarde cloisonné. Il s'agit d'une complication rare, dont le diagnostic peut être retardé. L'échocardiographie découvre un anévrisme saxiforme en relation avec la cavité ventriculaire gauche par un collet étroit. L'anévrisme est souvent partiellement obturé par un thrombus plus ou moins organisé. En Doppler couleur, il existe un flux en aliasing au niveau du collet. 78% des faux anévrismes se rencontrent après un infarctus antérieur et 22% après un infarctus inférieur. En pratique, l'important est de différencier l'anévrisme ventriculaire gauche du faux anévrisme, dont le risque de rupture et la mortalité élevée imposent une cure chirurgicale. La communication interventriculaire représente 10 à 15% des complications mécaniques. Elle complique 0,55% des infarctus, le plus souvent de localisation antérieure. Le diagnostic est évoqué devant une détérioration clinique, voire un choc cardiogénique. L'échocardiographie au lit du malade joue un rôle essentiel. Mise en évidence au sein d'une zone nécrosée d'une perte de substance au niveau du septum musculaire. La localisation de la CIV dépend du type d'infarctus. Dans l'infarctus antéroseptal, on peut retrouver une CIV de la partie antérieure du septum, mieux explorée en incidence apicale. Dans l'infarctus inférieur, on retrouve une CIV de la paroi inféroseptale, mieux vue en incidence sous-costale. Le Doppler couleur confirme le shunt VG-VD, voire bidirectionnel. Le Doppler continu permet de calculer le gradient des pressions VG-VD et donc de déduire le niveau des pressions pulmonaires. Enfin, le Doppler pulsé permet d'évaluer le rapport des débits. La gravité du tableau impose dans la majorité des cas une réparation chirurgicale sans retard, sauf en cas de petite CIV. L'insuffisance mitrale aiguë représente 5% des complications de l'infarctus. Elle complique électivement les infarctus inférieurs par atteinte du muscle papillaire postéromédian, classiquement irrigué par la seule coronaire droite. Le tableau clinique dépend du mécanisme. Œdème aigu pulmonaire ou choc cardiogénique en cas de rupture de pilier. Détérioration clinique avec apparition d'un souffle en cas de dysfonction de pilier. 2 mécanismes sont rencontrés à ce stade. La rupture de pilier, rare, complète ou partielle, est responsable d'une insuffisance mitrale de type 2 de la classification de Carpentier. Le remodelage ventriculaire,
avec dilatation de l'anneau mitral et restriction par traction des cordages sur l'appareil valvulaire. La rupture d'un chef papillaire se traduit par un écho anormal qui va et vient entre oreillette gauche et ventricule gauche à type de rupture de cordage. Elle peut être accompagnée de signes de surcharge ventriculaire gauche, d'une hyperkinésie ou d'une expansion systolique de l'oreillette gauche. Cependant, la dilatation ventriculaire est exceptionnelle dans l'IM aigu. L'étude Doppler confirme l'insuffisance mitrale en visualisant une régurgitation massive et centrale et précise le niveau des pressions pulmonaires. Dans les formes aiguës mal tolérées, le traitement est avant tout chirurgical. L'IM ischémique de type restrictif est facilement reconnu par la modification de la morphologie de la valve et de sa déformation en tente. En Doppler couleur, le flux de régurgitation est souvent orienté vers la paroi postérieure de l'auget, en arrière de la valve mitrale postérieure. La régurgitation est en général modérée. La valve est anatomiquement normale. L'anomalie est principalement fonctionnelle, liée au remodelage ventriculaire gauche. La coaptation des feuillets mitraux est défectueuse. L'extrémité libre de la valve antérieure semble aller au-delà de la valve postérieure, car cette dernière ne joue plus son rôle de butoir. Sa quantification par la méthode de la PISA est fondamentale en raison de son caractère pronostique péjoratif dès que la surface de l'orifice régurgitant devient supérieure à 20 mm². L'anévrisme ventriculaire gauche est en réalité une complication plus tardive de l'infarctus. Il complique 5 à 10% des infarctus. Cependant, cette fréquence a nettement diminué du fait de la prise en charge précoce de l'infarctus avec réouverture de l'artère et la prescription large des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Un anévrisme précoce correspond en fait à l'expansion-dilatation de la zone infarcie avec perte du parallélisme des bords et déformation de la cavité en systole et en diastole. L'échocardiographie confirme la poche dyskinétique. Il convient donc de différencier l'anévrisme d'une plaque dyskinétique non anévrismale. La topographie la plus fréquente de l'anévrisme est antéro-septo-apicale. Il est souvent volumineux. L'anévrisme inférobasal est plus rare, plus petit, plus difficile à diagnostiquer. Il sera recherché en cas d'infarctus de la coronaire droite en incidence apicale de cavité antéro-inférieure. L'échocardiographie peut mettre en évidence un contraste spontané au sein de l'anévrisme, voire un mural thrombus qu'il faudra rechercher avec attention en utilisant des sondes de haute fréquence. Enfin, l'échocardiographie précise l'importance de la zone contractile restante. Le traitement de l'anévrisme est médical, IEC, anticoagulant. Par contre, s'il est compliqué d'insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme rebelle, une chirurgie peut être envisagée. Au total, l'échocardiographie a une place de choix dans le diagnostic en urgence, au lit du malade, d'une complication mécanique de l'infarctus. L'échographie transthoracique est le plus souvent suffisante. Cependant, dans certains cas, choc cardiogénique, doute, patient intubé ventilé, l'échographie transœsophagienne peut s'avérer nécessaire.